Merci Catherine et merci à vous tous participants d'avoir accepté de partager ce moment avec nous pour écouter ces données, ce qu'on a pu apprendre jusqu'ici sur la saison 2025-2026 et donc un retour sur la saison des concerts de la fin de l'année dernière et le début de cette année. Alors, je fais écho aux commentaires de Catherine et je vous encourage à poser des questions, à partager vos commentaires dans le chat. On a du temps à la fin de la présentation, donc on serait très heureux de pouvoir s'engager dans une discussion parce qu'il ne s'agit pas simplement de voir des chiffres et des diagrammes. Ce qui est important, c'est qu'on puisse en discuter après. Alors, comme Catherine le mentionnait, donc ces données sont extraites, en fait, ont été compilées par Arts and Culture Benchmark, qui regroupe plus de 400 organisations aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni et Irlande. Alors, ça inclut Orchestre Canada et on aimerait d'ailleurs recevoir davantage d'informations de la part des organismes canadiens. Donc, si vous voulez aller vous renseigner et participer à la cohorte, vous pourrez retrouver toute l'information pour le faire sur notre site. Alors, peut-être c'est pas de l'information que vous allez chercher au quotidien, mais c'est certainement des ressources intéressantes pour stimuler la réflexion en fait sur les tendances et voir aussi où est-ce qu'on se situe par rapport à d'autres qui œuvrent dans le même domaine que nous. Donc, pour ce qui est des données qu'on va voir aujourd'hui, donc on a 43 orchestres d'Amérique du Nord, donc des États-Unis et du Canada, et on s'est centré sur les données qui vont de juillet 2021 jusqu'en décembre 2025. Et c'est important pour nous de savoir qu'on avait une représentation cohérente entre les différentes organisations. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur cette période, qui est la même pour toutes. Et en particulier, on va analyser la tendance pour les billets individuels et les dons. Donc, entre juillet et décembre 2025, l'idée, c'est de s'enligner avec la période où il y a davantage de transactions ou les grosses saisons, disons. Donc, pour la saison de programmation essentiellement de 2025 et début 2026. Donc, c'est la fenêtre qu'on a choisie et on va comparer cette période à la même période en 2023 et 2024. Et nous allons analyser davantage les billets, les ventes des billets en fait pendant les périodes des fêtes, donc novembre, décembre 2025. Et plus spécifiquement, on va se pencher sur les concerts qui ont, qui ont une programmation en fait axée sur les thèmes des fêtes. Alors, pour voir jusqu'à quel point le titre des programmes peut avoir un impact quand on parle dans la programmation de Noël, de Nouvelle Année, comment est-ce que ça peut jouer aussi dans la vente des billets? Donc, on va également se tourner vers les types de concerts des fêtes comme les Holiday Pops et les concerts du Messie. Et donc, ce genre de programmation qui est typique de cette période de l'année, donc de la fin de l'année, du temps des fêtes, en comparant ces données avec 2023-2024. Et donc, on se penche sur tous les types de billets. Donc, on parle autant des billets uniques que des abonnements, que des adhésions, de membership. On va se pencher sur les abonnements et les adhésions. Et pour 2026, donc, voir également quelles sont les tendances pour 2026. Donc, on a recueilli des données à peu près sur presque une année, sur une période pratiquement de 12 mois. Donc, pour pouvoir faire des projections pour le reste de l'année, et par rapport aux années précédentes aussi. Et dans quelques pages, on va également comparer le contexte, en fait. Donc ici, on parle de 142 organisations nord-américaines
Et donc, ça inclut différentes organisations qui œuvrent dans le domaine des arts, pas simplement des orchestres. Donc, les 43 orchestres d'Amérique du Nord ne sont pas inclus dans cette étude particulière des références. Donc, c'est simplement pour nous mettre un petit peu en contexte sur comment est l'évolution des ventes de billets pour les orchestres nord-américains par rapport au secteur des arts, de la scène de façon générale. Alors, ces données, ça c'est une question importante, un élément important, c'est-à-dire que tous les chiffres ont été ajustés en fonction de l'inflation sur la base des données de décembre 2025. Et donc, ce qu'on essaye de faire ici, c'est de comprendre la situation, mais en tenant compte de l'inflation également. Donc, étant donné que l'inflation a joué un rôle majeur pendant ces dernières années, c'est la raison pour laquelle on a décidé de l'intégrer dans notre analyse. Alors, on peut passer au graphique maintenant. Alors, on va commencer par les billets individuels et les recettes depuis le début de l'année, donc juillet à décembre 2025. Alors ici, ça nous donne la situation globale. Donc, on regarde les billets individuels, recettes depuis le début de l'année, juillet à décembre. Donc, en vert, on a le volume, les revenus. Alors, les billets sont en vert, vert gris. Les revenus sont en vert plus défini, vert forêt. Et on voit qu'il y a quand même une stabilité. C'est presque ennuyeux, mais certainement que c'est encourageant pour certains de voir qu'il y a quand même une stabilité, ou en tout cas c'est rassurant. Et donc ça pourrait être interprété comme un signe encourageant ou un signe qui nous défie un peu, dépendamment d'où est-ce qu'on se situe. Je pense que beaucoup d'organisations voudraient voir de la stabilité, mais d'autres organisations souhaiteraient voir leur situation s'améliorer, donc surtout en sortant de la pandémie. Mais de façon générale, parmi la quarantaine d'organisations sur lesquels on s'est concentré, on a vu un volume de billets relativement stable et un volume de revenus également stable. Donc, on parle d'une augmentation de 1% comparé entre 2023 et 2024. Et cette stabilité n'est pas retrouvée nécessairement dans les autres disciplines que l'on étudie également. Donc, les orchestres ont connu une stabilité relativement bonne, mais d'autres milieux du domaine des arts ont eu plus de difficultés. Et ça, c'est certainement une des plus grosses différences sur le rythme de la réponse, en fait, sur la rapidité de réponse à la pression inflationnaire de la part des orchestres versus d'autres secteurs. Donc, dans le fond, dans les autres secteurs, ça a pris beaucoup plus de temps pour ajuster leurs recettes et ajuster leur stratégie de tarification pour pouvoir suivre le rythme de l'inflation qui a augmenté. Et dans le secteur des orchestres, ça s'est relativement bien passé, ce qui veut dire qu'elles sont plus, en fait, plus au pas avec l'évolution de l'inflation. Maintenant, quand on parle du revenu par billet, vendu par personne, donc c'est ce qu'on appelle, le revenu pro capita, donc revenu par billet vendu par personne, donc sur 3 ans. Encore une fois, ces chiffres ont été ajustés à l'inflation. Donc on regarde, on se penche donc sur l'équivalent du prix en 2025 ajusté à l'inflation en 2023. Donc, on voit qu'il y a eu une augmentation de façon générale du prix moyen payé au cours de ces 3 dernières saisons. Il a augmenté plus que l'inflation, ce qui a vraiment aidé les orchestres à maintenir un niveau de recettes relativement stable. Et si vous vous souvenez l'image précédente, le volume des billets est resté relativement stable avec une légère augmentation, surtout à un moment, et ça a été réalisé à un moment particulièrement important où, en fait, il y avait un prix moyen par billet qui augmentait. Donc,
En fait, le gros changement, on le voit on voit qu'il y a eu une récupération. Il a fallu accélérer le pas par rapport à l'inflation et c'est la raison pour laquelle on voit une augmentation de 13% pro capita. Et maintenant, on aimerait voir quelle est la relation entre le nombre de ménages qui ont acheté un billet unique et donc la barre en mauve représente le nombre de ménages qui ont acheté un billet unique, alors que en jaune, on voit la taille en fait des commandes. Ce qui est intéressant, c'est que le nombre de ménages qui achetaient des billets a augmenté de façon régulière pendant les dernières saisons, en tout cas pendant la deuxième moitié des dernières saisons, donc 5% d'augmentation entre 2023 et 2025. Et ça, c'est intéressant à suivre, non pas pour le secteur, mais pour votre organisation aussi. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une tendance à la baisse dans le nombre de billets par commande. Et ça, c'est une tendance qui est devenue relativement stable à partir du moment où on est sorti de la pandémie. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles qui expliqueraient cette situation. En partie, il y a le déclin des ventes de groupes sur le marché et ça commençait, c'est une tendance qui s'amorçait avant la pandémie et donc c'est ce qui a fait baisser la moyenne et c'est peut-être pas représentatif pour vos orchestres, mais de façon générale, dans le secteur, ça a été un gros défi. L'autre élément, c'est simplement ça peut être simplement un changement de comportement, différents types de publics qui, participent de différentes façons après la pandémie et donc on mise davantage sur les nouveaux publics et les nouveaux publics tendent à s'engager moins souvent dans l'achat de billets ou ils en achètent globalement moins des billets. Peut-être également en réaction à l'augmentation des prix. Même si le prix moyen du billet avec l'inflation a forcément dû s'ajuster, mais une des hypothèses, c'est que ça a pu avoir un impact sur, le volume des commandes. Parce que, il y a suffisamment de clients qui, en fait, réduisent le nombre de billets qu'ils achètent de façon globale. Ce que ça veut dire, en pratique, c'est c'est que ça fait le lien entre différentes des images que je vous ai présentées. Donc, il y a davantage de personnes qui achètent des billets, mais par contre, à chaque fois, ils passent une commande, ils achètent moins de billets. Donc, en fait, même si on a une augmentation du nombre de personnes qui achètent des billets, ils achètent moins de billets. Donc, c'est ce qui crée, en fait, un effet de compensation et qui explique pourquoi il n'y a pas une grosse augmentation. Donc, d'un côté, c'est intéressant de voir qu'on a de plus en plus de personnes avec lesquelles on entre en relation dans notre secteur, d'une part, mais d'autre part, ça prend beaucoup d'investissement aussi de la part de l'équipe de marketing pour fidéliser ces nouvelles personnes, ce nouveau public. D'autre part, le volume d'achat ne suit pas nécessairement le pas, donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler. Donc, de façon générale, les salles ne sont pas plus remplies maintenant par rapport à avant. Donc, même si on atteint un public plus vaste, si on a élargi notre base de public, donc dû au fait qu'ils achètent moins de billets à chaque commande. L'autre, élément important pour déterminer le comportement, en fait, un élément très important, c'est la fréquence d'achat pour comprendre le comportement des acheteurs. Alors là, on voit vraiment qu'il y a, peu d'évolution. C'est vraiment très stable au niveau de la fréquence. Alors ça, c'est le dernier élément du casse-tête qui,
en fait, nous fait comprendre la matrice que j'expliquais avant. C'est un facteur très important qui explique pourquoi on n'a pas vu une augmentation du volume de billets. La fréquence a été relativement stable. Les ménages, le nombre de ménages, dans le fond, qui sont devenus des clients a augmenté, mais ils n'achètent pas plus de billets. Et c'est la raison pour laquelle on a une stabilité, en fait. Si on pouvait travailler sur une augmentation de la fréquence de l'achat de billets uniques, ça pourrait compenser. Mais autrement, nos meilleures perspectives, en fait, on aimerait miser sur augmenter la fréquence des achats de façon à ce que l'on puisse, dans le fond, rééquilibrer cette situation et donc renflouer le réseau. Donc, ces éléments-là sont très importants, en particulier la vente d'achat, la vente de billets uniques et la fréquence d'achat de billets. Alors, en 2023, on a constaté qu'il y avait quand même des anomalies, c'est-à-dire des chiffres de fréquence élevés dans certaines périodes. Et en 2024-2025, on a vu que ça retombait à un certain niveau de stabilité. Donc, la seule raison qui explique le 9%, c'est que 2023 était vraiment une année anormale, disons. Parce que pour le reste, on voit que la tendance a continué à être relativement stable d'une année à l'autre. Maintenant, pour ce qui est des billets uniques, de l'achat de billets uniques, alors on voit que le nombre de ménages qui ont acheté des billets au cours du premier semestre en 2025-2026 était supérieur aux 2 années précédentes. Donc, même si on attire davantage de ménages et ultimement, on a davantage de gens qui viennent assister à des spectacles, qui s'intéressent à la culture, et ça, c'est très encourageant. C'est très bien d'une part. Mais comme j'expliquais, les points préoccupants, en fait, c'est la réduction de la taille, du volume des commandes. Donc, c'est vraiment là que les organisations devraient axer leurs efforts, voir comment ce chiffre-là, comment cette tendance-là a un impact sur leurs recettes. Et donc, une matrice importante, c'est en fait la vente moyenne de billets par commande sur laquelle il faudrait travailler pour augmenter. Maintenant, on parlait de novembre-décembre 2025 et on se concentre sur des concerts qui sont identifiés comme axés sur les fêtes de la fin d'année. Donc, un contenu qui est très thématique, donc autour des fêtes. Et donc, c'est pas le genre de programmation que l'on propose au long de l'année, pendant toute l'année. Alors, juste pour vous donner une idée de la tendance au niveau des billets et des revenus, donc on a le volume des billets en vert gris et le volume des revenus en vert forêt. Donc, on compare les mois de novembre 2023, 24 et 25. Alors, on voit que entre 2023 et 2024, il y a une bonne stabilité. Donc, il y a eu quelques fluctuations et on va voir les raisons dans un instant. Et puis, donc, ensuite, une baisse des revenus, une baisse des billets de moins 3%, une baisse des revenus moins 2%. Par contre, on a vu une légère augmentation, dépendamment des types de programmation. Et donc, en fait, si les billets, en fait, la vente des billets augmente plus que l'augmentation des recettes, ça veut dire qu'il y a un décalage entre les deux. Donc, il y a des éléments qui sont importants, qu'il faut considérer. Alors, la période des fêtes est une période de l'année bien spécifique
Et ça a eu un impact sur les ventes, à cause de choses que l'on ne peut pas contrôler, par exemple le calendrier. Donc, si on regarde la différence entre ces deux saisons, la fin de notre période d'études, d'abord, il y a le nombre de jours disponibles pour les ventes et le nombre de jours également que l'on a à notre disposition pour présenter les concerts, notre travail. Donc, ça, c'est ce qu'on définit la période des fêtes. Donc, le nombre de journées entre l'Action de grâce aux États-Unis et Noël. Et cette période des fêtes, qu'on appelle la période des fêtes, peut être plus ou moins longue dépendamment des années, donc dépendamment du calendrier. Et ça a un impact. Et dans ces cycles de calendrier, la comparaison entre 2023 et 2024, en fait, montre que 2024 était un petit peu plus court. Et donc, on a vu qu'il y a eu un 7% de moins de concerts qui ont eu lieu. Et on sait que s'il y a moins de concerts, on va avoir des ventes plus basses. Donc, on a subdivisé cette programmation en deux parties. Donc, d'une part, on avait les Holiday Pops, les concerts du Messie, donc pour la programmation des fêtes, et puis tout le reste de la programmation pendant la période des fêtes. Et même si on a une réduction de 7% des concerts de façon globale, on a misé davantage sur les holiday pops et le contenu et le Messi. Et donc, alors qu'on a réduit en fait le reste. Donc, pour ce qui est de la programmation Holiday Pops et Messi, il n'y a pas eu vraiment de grosses différences, mais pour les autres concerts, il y a eu une contraction, une réduction. Donc, on a sans doute essayé d'apporter un effet de compensation en augmentant un peu plus la programmation axée sur les concerts thématiques. Alors, on a vu qu'il y avait un 3% de réduction dans les billets, un 2% de réduction dans les recettes, alors qu'il y a eu une augmentation des recettes per capita de 1%. Alors, d'un côté, c'est intéressant de voir ça, et la bonne nouvelle, c'est que une contraction des opportunités de présenter des concerts, d'une part, c'est-à-dire il y a eu en fait une réduction du nombre de concerts de 7%, mais étant donné que les orchestres ont réagi de façon efficace pour garder les recettes pro capita stables, ça a pu compenser l'effet négatif de la réduction des concerts. Donc, c'est intéressant de voir comment les orchestres s'adaptent à des conditions qu'on ne peut pas nécessairement contrôler pendant la période des fêtes. Donc, on a été capable de mitiger cet impact en axant nos efforts davantage sur les Holiday Pops et le Messi. Et donc, ça a permis d'absorber en fait une période des fêtes qui était plus restreinte, plus réduite en termes de longueur et en nombre de concerts. Donc, ici, on voit la comparaison entre les ventes de billets pour les autres types de programmation. Donc, on voit les billets, donc les billets en bleu pour les Holiday Pops et Messi, et en gris, donc les autres types de billets de concert. Donc, on voit qu'il y a un volume de billets plus bas pour les Holiday Pops et Messi, mais on voit que cet équilibre en fait, a évolué, a changé pour 2025. Donc, lorsqu'on voit les différences entre 2023 et 2024, on a eu 4% plus de concerts, mais 7% plus de recettes et 7% de plus de billets. Alors, si on regarde tous ces facteurs, on se rend compte que pour les Holiday Pops et Messiah, on a été capable d'enregistrer une augmentation de 4% des concerts et donc de compenser pour les pertes dans le reste de la programmation.
Mais si on est capable d'augmenter les ventes des billets de 7%, ça c'est déjà une tendance encourageante. Et donc, on a eu par exemple une réduction de 10% dans la vente des billets pour les autres types de programmation pendant la période des fêtes. Et là, on a enregistré uniquement un 8% de moins en termes de recettes pour le reste de la programmation. Ça nous permet de comprendre aussi l'autre côté de l'équation, c'est-à-dire que les autres programmations, qui peuvent être par exemple les concerts autour de films, de projections de films ou les autres gros événements qui demandent aussi de grosses collaborations, de partenariats. Pour présenter ce genre de concert-là, souvent ce qui se passe, c'est que les dépenses peuvent être beaucoup plus élevées et donc les revenus sont plus réduits comparé à des présentations plus classiques comme les Holiday Pops et Messi. Donc c'est intéressant, la question intéressante, c'est que les organisations devraient peut-être prendre des décisions en conséquence lorsqu'ils font leur programmation. Alors, du point de vue du revenu net, c'est clair que les Holiday Pops et Messi sont plus sécuritaires et peut-être que ça pourrait guider les décisions à l'avenir. Alors, quand on compare les revenus par personne, toujours pour les concerts des fêtes, on ne voit pas une grosse différence entre 2023 et 2024, ni même avec 2025. Pour les autres domaines des arts de la scène, on a vu une légère réduction et une légère augmentation donc pour les orchestres. Ensuite, on s'est penché sur les revenus per capita et vous remarquerez qu'il y a une stabilité et peut-être un léger déclin dans le nombre de ménages qui achètent des billets pour la programmation de la période des fêtes et une contraction, donc une réduction de 1%. Et rappelez-vous que ce contexte d'opportunité d'acheter un billet unique versus le nombre qui achètent le nombre un ticket unique montre que l'on peut maintenir malgré tout un certain volume d'acheteurs grâce à nos relations pendant la période des fêtes, même si on a une réduction globale des ventes. Donc on voit que c'est intéressant de remarquer que lorsqu'on essaie de comprendre sur quelle partie de notre programmation est plus touchée par ces changements de comportement par rapport au nombre de billets par commande, c'est pas tant la programmation de la saison des fêtes qui attire notre attention. Maintenant, pour ce qui est de la fréquence, donc relativement stable. Donc, ce que l'on peut remarquer, c'est que même si les orchestres offrent plusieurs types de concerts, de produits différents, la plupart des gens en choisissent un pendant la période des fêtes. Donc, ça, c'est une donnée importante que c'est peut-être pas une saison pendant laquelle on peut optimiser la fréquence de la fréquentation. Alors, on a parlé du fait que le volume des concerts de Noël a diminué pendant 2 saisons consécutives. Ça peut être lié à une compression de la période des fêtes entre Thanksgiving et Noël, qui était plus courte en 2025 que les 2 autres années. Le volume des ventes de billets et les recettes ont diminué à un rythme moins rapide que le volume des concerts, c'est-à-dire qu'il augmentait même s'il y avait moins d'opportunités pour faire des événements. Et on a vu quand même des bons résultats en 2025, grâce à la présentation, à la programmation des Holiday Pops et des Messi. Alors,
C'est très bien de voir qu'il y a des réactions dans le chat et on va revenir aux questions après la présentation. Alors, pour ce qui est des abonnements, alors là, on se concentre sur une autre période, donc de février à décembre 2025. Alors, on a choisi cette période parce que c'est en ligne avec la période où se font les transactions pour les personnes qui achètent des abonnements. Alors, on se concentre sur les billets, pas nécessairement sur les forfaits. La façon la plus simple vraiment d'évaluer la situation, c'est de se concentrer sur les billets. Donc, laissons de côté les forfaits. La bonne nouvelle ici, c'est que le nombre de billets a augmenté de façon stable pendant les 2 dernières saisons et on parle d'une augmentation de l'ordre de 13%. Et du côté des recettes également, vous remarquerez que c'est comparable dans le secteur des arts de la scène. Et donc, c'est là que les facteurs inflation et les facteurs pro capita commencent à se distancier en fait, qui commencent à faire une différence entre la vente des billets et la vente des abonnements. Donc ici, on regarde le nombre de, de abonnements et adhésions et de billets par client. Donc, on voit que la croissance au niveau des ménages ne suit pas la même tendance que la croissance au niveau des ventes des billets. On a globalement un 4% d'augmentation des membres abonnés. Donc, on a une augmentation de 4%, ce qui nous ramène au niveau avant la pandémie. Mais pour les recettes pro capita, donc on parle de 4%, ce qui est comparable dans les autres secteurs. Donc, les orchestres ont vu une augmentation des ventes au niveau des ménages plus qu'au niveau des achats individuels. Donc, nos abonnés, de façon générale, achètent davantage de billets. Et ça, c'est ce qu'on constate. Si on regarde le nombre de ménages, donc on est dans le pourpre, et en jaune, donc c'est le nombre de tickets par mécène. Donc, on voit qu'il y a 9% d'augmentation du nombre de billets par mécène. Et donc, nos forfaits s'élargissent et on constate qu'il y a la même tendance un petit peu partout dans le domaine des arts de la scène. Et l'autre chose intéressante pour ceux parmi vous qui se souviennent, peut-être qu'on avait partagé des données comparables au mois de septembre-octobre basées sur les 6 premiers mois de 2025-2026, donc de la saison des abonnements de janvier à juillet de 2025. Et ce qu'on a constaté, c'est une tendance en fait, de l'impact d'une campagne d'abonnement majeure. Donc, on voyait que les chiffres étaient beaucoup plus élevés cette année-là par rapport à l'année précédente. Quand on a mis à jour les données avec la deuxième partie de la campagne, la deuxième partie de l'année, cette croissance, en fait, a été neutralisée pratiquement. Donc, c'est intéressant de penser que peut-être c'est un indicateur. En fait, notre hypothèse, c'est que il y ait des différences euh, en fait au niveau de quand on organise les campagnes. Donc, les campagnes, quand elles sont lancées tôt, semblent être dominées par un comportement de renouvellement. Et c'est ça les résultats qu'on a pu constater lors de premier retour sur la campagne. Ce qui s'est passé dans la deuxième campagne, c'est qu'on a vu une dominante d'acquisition, c'est-à-dire les nouveaux clients. Il y avait des nouveaux clients qui arrivaient et pas simplement des réactivations d'abonnements ou prolongements d'abonnements.
Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a un comportement de renouvellement parmi les membres et on voit qu'ils achètent davantage de billets. Ça, c'est encourageant, mais cette croissance-là n'est peut-être pas suffisante. Alors ça, ce sera intéressant de voir comment est-ce que la tendance a changé entre la première partie de la campagne, c'est-à-dire la première moitié de l'année 2026 et comment ça va se passer pendant la deuxième moitié de 2026. Alors, les constats, on se rend compte qu'il y a des signes encourageants. La taille moyenne des forfaits pour les abonnés et les membres a considérablement augmenté, 2025-2026. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième moitié, si on voit des indications de difficulté pour pouvoir remonter, alors ça veut dire que peut-être la deuxième partie de la campagne ne répond pas aux besoins, même si le côté renouvellement des abonnements est toujours là. Il va peut-être falloir ajuster la campagne, la deuxième partie de la campagne en conséquence, parce qu'on voit que les plus loyaux des membres continuent à être là et en fait continuent à élargir leur présence. Donc là, on va se pencher donc sur les dons individuels et les données sont assez perturbées. On parle de juillet à décembre 2025 parce que pour ce qui est des campagnes de dons, c'est très complexe d'analyser les données parce qu'il y a des dons uniques, des dons lors des galas, des dons annuels. Donc, on a différentes modalités de donation donc on fait de notre mieux pour pouvoir analyser ces données et les données qu'on reçoit de toutes les organisations pour essayer de les structurer, de les comparer entre campagnes. Donc, on s'intéresse essentiellement sur les fonds qu'on voit dans les systèmes de vente de billets et les fonds annuels. Donc, on parle d'appels à donation donc réguliers tous les ans. Donc, sur lesquels on peut compter, sur lesquels on va chercher nos donateurs réguliers. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, c'est plus difficile d'analyser les données du côté des donateurs. Alors, si on prend les dons, donc les dons en rose et les recettes en vert, donc on voit moins 5% en termes de recettes après une croissance en 2023-2024. Alors, on se demande comment ça se fait qu'il y ait une augmentation de 9% des dons et une réduction de moins 5% des recettes. L'explication à cela, c'est aussi la taille des dons. Donc, il y a toujours un phénomène de philanthropie, mais un donateur, par exemple, pourrait avoir un impact disproportionné sur les recettes globales. Et ça peut en fait déterminer des changements majeurs. De façon générale, les tendances sont assez comparables pour tout le secteur des arts de la scène. Et donc, on voit qu'il y a par contre une grosse chute de revenus de 30% euh, en 2023-2024, même si on voit une croissance globale dans le nombre des dons que l'on a reçus. Alors là, si on regarde le profil des donateurs, on est toujours intéressé à cette relation entre le nombre de donneurs et le nombre de dons, même si on pense pouvoir espérer qu'il y ait une augmentation du nombre de dons par année par des mêmes donateurs. Et on a vu une augmentation dans les programmes euh, trimestriels qui ont fait que certains donateurs, en fait, ont fini par faire des dons à plusieurs reprises au fil de l'année.
Mais de façon générale, on a un ratio de un donateur, de un don pour un donateur. Et donc, on a quand même vu un 10% d'augmentation parmi les donateurs, mais un moins 14% dans le montant moyen des dons. Donc, les gens font davantage de dons, mais la taille du don moyenne se réduit. Et ça a quand même un impact sur un nombre relativement petit de personnes. Donc, ce que l'on constate, c'est que les organisations continuent à attirer davantage de personnes dans la philanthropie. Il y a davantage de dons, peut-être la taille des dons, le volume des dons se réduit, mais il y a quand même un volume critique qui reste le même. C'est sûr qu'on voudrait davantage avoir davantage de personnes qui s'engagent dans la philanthropie, mais c'est important aussi de comprendre le contexte au niveau, qui explique en fait la réduction du volume du don moyen, parce que ça peut mettre une grosse pression. Et donc les équipes de développement aussi des organisations essayent de maintenir la taille moyenne du don avec le rythme de l'inflation. Et c'est relativement facile d'ajuster le prix du ticket, le prix du billet à l'inflation, mais ça devient beaucoup plus difficile d'ajuster le volume du don. Si une organisation est habituée à donner 400 $ ou 500 $ pendant les 10 dernières années ou 8 dernières années, eh bien, c'est 500 ou 1000 $ par an qui étaient donnés, qui avaient un certain impact sur l'organisation il y a 5 ans, n'ont pas le même impact maintenant à cause de l'inflation. Et souvent, il y a vraiment un manque d'efforts stratégiques pour augmenter le volume moyen du don auprès des donateurs. Donc, c'est simplement plus difficile à réaliser, mais c'est un élément très important auquel il faut réfléchir dans le cadre du développement des organisations. Il faut voir comment est-ce que l'on peut pousser cette taille du don moyen vers le haut pour ne pas être tributaire de toutes les fluctuations. Bien, alors je vais arrêter mon partage d'écran. Alors, ça va être tout pour le partage de données et merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Alors, on a encore du temps pour des questions. Voilà. Alors, merci beaucoup, Brad. J'aimerais revenir un petit peu au début de la présentation. Je pense que c'était le point sur la période tronquée où les ventes des vacances, de la période des vacances, la période des fêtes est impactée. Donc, et ça, c'est un fait au Canada. Et peut-être pour les États-Unis, c'est différent parce que l'action de grâce aux États-Unis, c'est vécu de façon différente. Donc ça aussi, c'est une question par rapport à la pertinence de cette période-là, de définir la période de cette façon. Et ensuite, il y a aussi l'impact des Black Friday ou du Cyber Monday, donc qui sont pas toujours perçus par certaines organisations comme des périodes où il faudrait lancer des promotions spéciales. Alors, c'est pas vraiment une question structurée que je fais, c'est juste un résumé un petit peu des commentaires que j'ai pu lire dans le chat. Alors, c'est très juste de dire, de souligner l'impact disproportionné qu'il y a dans les données. Parce que les données sont reliées essentiellement aux orchestres américains. Donc, c'est sûr qu'il y a une représentation plus petite des orchestres canadiennes et donc ça crée un déséquilibre aussi au niveau de l'interprétation des données. Alors, il
faut tenir compte de ça. Je pense que c'est un très bon commentaire. Alors, je suis basée au Royaume-Uni et je travaille avec des organisations des deux côtés. Et quand je regarde les orchestres, les organisations avec lesquelles je travaille au Royaume-Uni, le Vendredi noir, le Black Friday, est un événement mondial. Alors, c'est sûr qu'il y a un décalage pour l'Action de grâce, par exemple, entre les États-Unis et le Canada, mais le Black Friday, c'est partout pareil. Et le Cyber Monday, le Cyber Lundi également. Donc, ça veut dire que c'est en fait que c'est un moment de vente de spéciaux mondial. C'est pas simplement lié aux États-Unis. Et toutes les organisations peuvent profiter de cet engouement général par rapport à ces moments clés. Autre chose que j'ai marqué dans le chat, si on parle des ventes de billets uniques. Alors, c'est pas vraiment surprenant de voir qu'il y a une stabilité, disons, en fait, une stagnation depuis 2023, 2024 et 2025. Donc, ce serait intéressant de voir sur cette même période de temps la comparaison entre les ventes de billets uniques et les autres types de ventes. Parce que d'un côté, le fait que ce soit stable, ça nous indique qu'au moins il n'y a pas un déclin. Mais quand on entend la réalité qui est celle qui nous entoure et qui est de l'augmentation des dépenses, ces recettes-là ne sont pas suffisantes pour combler l'augmentation des dépenses pour les organisations. Alors, c'est un bon résumé parce que c'est là qu'on se dit, bon, ben, pardon, pendant un instant, là, pourquoi c'est toujours aussi difficile? Donc, même si on travaille aussi fort, en fait, on amène davantage de gens, davantage de public. Peut-être ils n'achètent pas autant de billets à chacune de leurs visites, mais on travaille vraiment très fort pour attirer davantage de gens. Et on essaye d'augmenter nos billets, nos prix de billets, mais c'est comme jamais suffisant pour compenser en fait l'explosion de nos dépenses. Et c'est ça, c'est que les dépenses ont continué à augmenter à un rythme beaucoup plus élevé que notre capacité d'augmenter nos recettes. Et donc, c'est important d'aller voir quels sont les éléments qui expliquent cette stagnation des recettes pour voir où est-ce qu'on peut se concentrer. Parce qu'on ne peut pas toujours aller chercher davantage de public. Peut-être il va falloir qu'on se concentre sur des actions beaucoup plus ciblées, plutôt que simplement dire il faut que je trouve une façon de remplir les salles ou de vendre davantage de billets. Peut-être il faut que je me concentre sur des actions plus ciblées. Donc, ciblant, par exemple, les ventes billets moyens, la fréquence. Donc, concentrer notre attention sur des matrices plus spécifiques. Mais vous l'avez bien dit, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et je pense que ça mène aussi quelques autres réflexions que j'ai partagées dans le chat aussi. J'ai partagé le lien vers des, des études préliminaires qui ont été développées suite à des projets auxquels on a été appelé à participer pour réimaginer la relation avec les clients. En fait, ce sont des exercices de recherche axés sur les participants pour voir comment est-ce que l'on peut développer en fait la loyauté, par exemple, par rapport aux organisations dans le domaine des arts, de la scène. Et on a par exemple, identifier les initiateurs, c'est-à-dire ces personnes qui aiment partager en fait des moments artistiques avec leurs amis, leurs familles, leurs entourages. Alors, c'est pas toujours évident d'identifier ces personnes-là dans vos banques de données, mais si vous parlez à vos gérants des ventes, ils savent c'est qui ces personnes-là qui achètent pour des groupes. C'est pas des personnes qui organisent des tours d'autobus ou qui amènent des personnes seniors en sortie. C'est vraiment des individus qui aiment organiser des sorties dans leur entourage. Alors, c'est important d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver ces personnes-là qui seront prêtes à prendre le lead
pour organiser des événements, des sorties pour des amis ou pour des groupes de collègues ou de la famille. Alors, c'est ce qu'on appelle les initiateurs et c'est très intéressant. Et je pense que ça rejoint le commentaire de Brad qui dit qu'il faut qu'on se concentre sur des initiatives plus ciblées qui pourraient vous amener à vendre peut-être 15 ou 20 billets de concerts de plus. Mais quand on parle de ménage, ça peut commencer à faire une différence. Alors, ce sont des initiatives un peu plus spécifiques, plus ciblées comme celle-ci qui pourraient être intéressantes. Tout à fait, tout à fait. Et ce que j'ajouterais à ça, je vous donnerai un exemple, peut-être une tactique. Et on a fait beaucoup de travail en recherche autour de l'utilisation du système de la promotion net, Net Promoter System dans le domaine des arts. Donc, c'est intéressant, par exemple, de voir comment est-ce que l'on peut recommander des choses. Parce que le but, c'est d'avoir davantage de promoteurs euh, dans le monde plutôt que par rapport au nombre de détracteurs que l'on a. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des belles choses, qui sont des ambassadeurs, qui sont des influenceurs, et qui engagent d'autres gens. C'est très bien. Mais ce qu'on fait dans nos recherches, en fait, ce qu'on constate, c'est que ce que la plupart des organisations font, c'est qu'elles mettent une attention disproportionnée sur leurs détracteurs. Donc, ils se disent, bon, les gens n'aiment pas ça, il va falloir ajuster le tir. Mais ça, oui, c'est une partie des enjeux. Mais souvent, on n'écoute pas assez nos promoteurs. On s'engage pas assez avec eux. Ça nous fait du bien. Les gens aiment les concerts, ils sont positifs, très bien. Mais il faudrait qu'on les cible davantage. Parce que souvent, ces promoteurs, c'est ceux qui vont faire que l'on augmente nos ventes, notre volume de billets. Et ça, c'est une grosse opportunité pour engager ces promoteurs de façon plus régulière, approfondie. Voir comment est-ce que l'on peut rendre leur expérience encore meilleure. Ça, c'est une façon, un excellent investissement pour pouvoir, en fait, investir davantage du côté des promoteurs plutôt que du côté des détracteurs. Et donc, dans le fond, il s'agit de développer des relations avec des personnes, des individus qui ont des opinions assez marquées, qui sont passionnés et qui peuvent influencer autour d'eux. Et une question de Brenda par rapport à l'information sur les abonnements. Et donc, est-ce que en fait, le public qui va au concert euh, est affecté par des éléments démographiques? Alors, je dirais que votre démographie à vous n'est pas plus âgée ni plus nantie que la moyenne qui est ressortie de nos recherches. Un peu, mais c'est pas vraiment signifiant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on commence à voir que les générations des boomers se réduisent dans leur proportion d'achat de billets et de membres, d'adhésion. Et on voit davantage de membres de la génération X. Et donc maintenant, ils sont en train de compenser en fait la présence des boomers quand ils étaient à la même étape de leur vie. Là où ça augmente, c'est dans la génération des milléniums et la génération Z. Donc, les deux autres éléments, en fait, dans les tranches d'âge, en fait, ne sont pas en train d'augmenter. Donc, il faudrait voir un niveau au plus long terme, mais sans doute ce qui va se passer, c'est que le déclin parmi les boomers ne va pas être compensé par l'augmentation des membres de la génération X et donc
Il va falloir que l'on travaille également sur l'engagement des millénials et les générations X. Alors, c'est intéressant parce qu'encore une fois, ça nous rappelle aussi la complexité du public et les défis que ça comporte. Et quelqu'un parlait dans les différences, en fait, dans les marges entre les différentes générations, qu'on a également les boomers attardés qui sont encore là, qui sont encore parmi le public. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires dans le chat et c'est un très bon signe. Alors, merci beaucoup parce que l'heure avance. Merci de nous avoir donné une bonne idée de la situation. J'aimerais remercier Isabelle, notre interprète. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir aidés dans les deux langues. Alors, on va continuer à présenter des données qui nous viennent des analyses de TRG Arts. Alors, suivez-nous pour les mises à jour pour nos prochains événements et on a bien de vous retrouver. Alors, bonne semaine et bon séjour à Sioux City en Iowa. Brian. Brett, pardon.